16h32, merci d'être avec nous sur LCI. Vous regardez le club et il y a beaucoup à faire aujourd'hui, beaucoup d'actualités. Des menaces de représailles. Le mot guerre prononcé par deux puissances nucléaires. Rien ne va plus entre l'Inde et le Pakistan. Une région du monde où la tension est montée d'un cran ces dernières heures. On va en parler avec le général François Chauvency, avec Magali Barthès, avec Bertrand Galichet. Les faits, d'abord avec vous, Kadi, à l'origine de ces tensions entre les deux pays. Un attentat et une région. Absolument. Le déclencheur de ce conflit, c'était une attaque terroriste en fait, qui est survenue mardi à Pahalgam, dans le Cachemire sous administration indienne. Je vous explique les faits. Plusieurs hommes armés ont ouvert le feu sur des touristes dans cette région qui est particulièrement touristique, justement. Bilan, 26 morts, 17 blessés. C'est l'attaque la plus meurtrière contre des civils dans la région depuis 2000, donc depuis 25 ans. Cette attaque, elle aurait été revendiquée par un groupe qui s'appelle des Resistance Front. C'est un groupe considéré comme une branche de Lashkar-e-Taiba, une organisation basée au Pakistan. C'est un groupe donc, que l'Inde a dans son collimateur, Thomas. Est-ce qu'il y a eu depuis cette attaque des représailles ? Alors en tout cas, le ton est franchement monté. Des représailles, il risque effectivement d'en avoir si l'on en croit les derniers propos de Narendra Modi, le Premier ministre indien. Écoutez. Je le dis sans équivoque. Ceux qui ont perpétré cet attentat et ceux qui l'ont imaginé devront payer au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Voilà, donc les mots sont forts, effectivement, et le ton est du même niveau, si on se tourne vers le Pakistan. Écoutez la réponse du ministre pakistanais de la Défense qui, lui aussi, promet des représailles sévères. L'Inde mène contre nous une guerre de basse intensité, et si elle passe à la vitesse supérieure, nous sommes prêts. Pour protéger notre territoire, nous ne subirons aucune pression internationale. Voilà, en fait, l'Inde accuse le Pakistan de soutenir le terrorisme international, le terrorisme transfrontalier. Au niveau des représailles, concrètement, l'Inde en réponse a pris des mesures punitives dès le lendemain. C'était donc mercredi, à savoir notamment la fermeture de la frontière principale à Wagah, l'expulsion de diplomates pakistanais, la révocation des visas pour les ressortissants pakistanais, mais aussi la suspension du traité des eaux de l'Indus. Ça a l'air de rien, mais c'est une représaille majeure. Le traité des eaux de l'Indus, on va en dire un mot. En fait, il a été signé en 1960 entre l'Inde et le Pakistan. Et en fait, il répartit l'utilisation du bassin de l'Indus, qui attribue 3 rivières au Pakistan, 3 rivières à l'Inde. Et ça a d'autant plus de poids, effectivement, puisqu'il alimente une centrale hydraulique. C'est d'autant plus important quand on sait que les deux puissances ont l'arsenal international nucléaire. Donc le Pakistan, lui, nie toute implication, évidemment, mais Islamabad, en réponse, a tout de même fermé son espace aérien aux avions indiens, suspendu le commerce bilatéral donc entre l'Inde et le Pakistan, expulsé aussi des diplomates indiens et averti que toute perturbation de ces fameuses eaux de l'Indus serait considérée comme un acte de guerre. Voilà, les mots sont prononcés. Merci Kadi. Il y a aussi un énorme bassin de culture, d'agriculture qui bénéficie de ces eaux-là. Et effectivement, sans l'arrivée de cette eau, ce sont des récoltes entières qui sont destinées à périr, si j'ose dire. Il y a déjà eu, je crois, 3 guerres entre ces deux pays depuis les années 50, mais cette fois, évidemment, les choses ont un peu évolué parce que ces deux pays ont l'arme atomique et parce que des deux côtés, ce sont des franges plutôt radicales politiquement qui se sont installées, que ce soit au Pakistan ou en Inde. Les régimes politiques sur place se sont durcis. Bonjour Jean-Joseph Boileau, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller à l'Institut des Relations Internationales, vous êtes spécialiste de cette région, Inde-Pakistan. D'abord, je vais vous poser une question toute simple. Quel est le risque de guerre aujourd'hui ? Écoutez, c'est très controversé. J'appartiens à l'école de ceux qui pensent qu'on joue à se faire peur entre l'un et l'autre, que l'on n'a pas vraiment de raison, notamment du côté indien, parce que le dossier américain est principal. Le vice-président vient de passer 4 jours en Inde et que pour l'Inde, la négociation s'avère délicate et en même temps essentielle avec les États-Unis. Or, Modi est connu pour avoir prononcé cette fameuse phrase célèbre en 2023 du haut des Nations Unies « This is not an era for war ». Ce n'est pas une ère pour la guerre.
Par contre, ce qu'on voit, et vous en avez parlé à propos de cette remise en cause, cette suspension de l'accord sur le partage des eaux de l'Indus, il y a en réalité, comme souvent dans les affaires de famille, quand on s'engueule, tout un ensemble de sous-dossiers cachés derrière les fagots qui ressortent. Or, il s'avère que l'Inde voulait renégocier cet accord de l'Indus depuis déjà 2012-2011, que le Pakistan s'y opposait, qu'en 2016, il y avait eu déjà, à propos d'une affaire de terrorisme, la menace de le remettre en cause. Et j'ai plutôt l'impression qu'on est là face à deux puissances nucléaires qui ne vont pas du tout se lancer dans une guerre, on va dire classique, même s'il peut y avoir une petite opération militaire du côté indien pour blanchir vis-à-vis de la population hindouiste la réputation de Narendra Modi comme un dur défenseur des hindous. Mais je pense que surtout, il s'agit d'essayer d'avancer sur des dossiers qui étaient relativement bloqués, comme le partage des eaux, ou bien ne pas oublier quand même, le Pakistan vient de dénoncer l'accord de Simla, qui a quand même été signé après la Deuxième Guerre en 1971, et qui là encore été dans des difficultés de terrain depuis une vingtaine d'années. Donc il est possible qu'on fasse monter la pression vis-à-vis de l'opinion publique et qu'en réalité on essaie de faire bouger les lignes sur les trois dossiers majeurs dont le partage des eaux. Un mot quand même, parce que vous l'avez mentionné, c'est important, et c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse à ces tensions dans la région. Le Pakistan, 250 millions d'habitants, l'Inde près d'1,5 milliard. Ce sont deux pays qui possèdent l'arme nucléaire. Quels sont les rapports qu'entretiennent ces deux régimes avec justement cette arme nucléaire ? Encore une fois, on n'imagine pas, vous nous le dites, qu'un conflit dur puisse débuter entre l'Inde et le Pakistan, mais est-ce que ces pays seraient en capacité d'utiliser l'arme nucléaire si conflit il devait y avoir? Quelle est leur doctrine en la matière? Écoutez, on a affaire probablement au Pakistan à un État failli dans de multiples domaines, si ce n'est le domaine militaire. Le Pakistan est complètement sous le contrôle d'une caste militaire qui joue d'ailleurs un double jeu entre les États-Unis et la Chine, et qui agace un peu d'ailleurs les États-Unis, mais je ne doute pas que l'arme nucléaire pakistanaise soit, pour l'instant en tout cas, très nettement sous le contrôle de facto des militaires. Du côté indien, on a un établissement qui est cette fois-ci politique, et là je ne doute pas, là encore, de la capacité de l'établissement politique indien, en l'occurrence le Premier ministre et le Président, de contenir l'utilisation de l'arme nucléaire. Donc, j'ai l'impression que finalement, la doctrine, qui est très controversée, mais qu'un équilibre de puissance nucléaire soit garante de la paix, et en tout cas d'une véritable guerre au sens classique du terme, semble fonctionner dans le cas indo-pakistanais. D'où l'utilisation de moyens justement un peu latéraux. Alors, est-ce que ce sont les forces armées pakistanaises qui sont derrière cet attentat? Personnellement, j'en doute, même si on sait très bien que les services secrets pakistanais, et que je dis parce qu'il y en a toute une pléthore, soient effectivement derrière l'utilisation de mouvances indépendantistes, islamistes, etc. Donc, du côté indien, on l'oublie, on n'en parle pas assez, mais les services secrets indiens eux-mêmes sont extrêmement actifs dans une région pakistanaise qui s'appelle le Baloutchistan, qui est immense, qui est plus grand que le Cachemire, avec un mouvement indépendantiste qui, là, est aidé par les Indiens. Donc, on voyait, on est dans des relations de voisinage qui, depuis la séparation très douloureuse entre l'Inde et le Pakistan en 1947-48, continuent. Ces deux pays n'ont toujours pas trouvé leur équilibre. Merci beaucoup, Jean-Joseph Poilot. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Il faut s'en inquiéter de ces tensions, Magali? Oui, il faut s'en inquiéter, même si en effet il y a cet équilibre de la dissuasion nucléaire qui joue, mais il faut s'en inquiéter parce que ce qui s'est passé mardi est quand même assez inédit dans le fait que jusqu'à présent les attaques visaient des forces de police indiennes, les séparatistes, les indépendantistes visaient davantage des forces de police. Là, ce sont des touristes
qui ont été visées. Or, cette région du Cachemire indien, elle est développée par Narendra Modi, qui essaye d'en faire une vitrine, de développer le tourisme, qui a multiplié les transports. Donc là, ce sont des touristes qui ont été visés. Et les témoignages, notamment qu'on a pu lire dans la presse indienne, racontaient que les assaillants, au moment de tirer, ont fait la différence entre les hommes et les femmes et ont demandé à certains de pouvoir réciter la profession de foi musulmane pour savoir s'ils allaient leur tirer dessus ou pas. C'est quand même des témoignages qui font froid dans le dos, évidemment, de ces Indiens et qui mettent à mal la politique de normalisation dans le Cachemire qu'avait tenté de mener Narendra Modi. Bertrand Galichet. Sur le temps long, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces relations de voisinage, et je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, elles sont compliquées et elles sont aussi utilisées et instrumentalisées, mais même au moment, au pluriel, où les relations entre les deux pays étaient moins mauvaises que d'habitude. Il y a même eu des rapprochements, on a même parlé d'amitié entre le Pakistan et l'Inde. Je me souviens d'être allé dans le Cachemire pakistanais à une époque où les tensions entre les deux pays n'étaient pas très élevées et les militaires pakistanais nous avaient fait visiter des écoles à peut-être 3000 mètres d'altitude dans des coins complètement perdus de la montagne pour nous montrer des trous d'obus et des balles de mitrailleuses dans des écoles qui avaient été, selon eux, visées par les Indiens pour illustrer au fond cette tension permanente. Donc, je veux dire qu'il y a vraiment, de la part à la fois des Pakistanais et des Indiens, une utilisation de ce rapport de voisinage conflictuel qui varie. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus, même si ce sont deux puissances nucléaires, en tirer des conclusions trop définitives. Eh bien, espérons que vous ayez tous raison. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau nous expliquer tout cela aujourd'hui. Dans un instant, c'est l'heure du grand dossier, évidemment. Trump, Poutine, d'accord sur tout ou pas? C'est ce qu'on vous dit juste après une courte pause. À tout de suite sur LCI.